Bienvenue sur mon podcast Explore ton potentiel qui vise à t'aider à explorer tes ressources mentales pour progresser continuellement, exprimer ta force et ta valeur unique et façonner ta vie selon tes propres termes. La dernière fois, j'ai parlé du changement d'identité comme étape fondamentale pour avancer vers nos objectifs et comment agir comme la personne qu'on veut devenir nous permet de gagner en confiance et de croire en notre nouvelle identité. C'est en exécutant les actions et les habitudes quotidiennes communes de personnes qui ont obtenu les résultats qu'on vise qu'on peut immédiatement commencer à s'identifier à ces personnes et donc à la personne qu'on veut vraiment incarner. Et parce qu'on agit chaque jour comme la personne qu'on veut devenir, on renforce petit à petit notre confiance en notre capacité à atteindre les résultats voulus, ce qui renforce à son tour notre motivation à accomplir chaque jour les actions qu'on a définies. En gros, on modifie notre état d'esprit, nos croyances, par l'action. Sauf que la vie, bien sûr, se met souvent en travers de notre chemin. On doit faire face à des imprévus, à des baisses de motivation, à du stress, à de la fatigue, des bouleversements qui nous font dévier. Il arrive qu'on ne trouve plus le temps, la motivation, la force, l'énergie d'effectuer les actions rattachées à notre nouvelle identité, et c'est là qu'on commet des écarts et des manquements. Par exemple, imaginons que tu aies un objectif de perte de poids, mettons 20 kg, et que tu as envie d'être plus athlétique. Tu as déterminé que les personnes qui affichent les résultats que tu souhaites obtenir pratiquent une activité sportive 4 fois par semaine et consomment des aliments non transformés 80% du temps. On va garder les règles assez simples pour notre exemple. Alors, tu as commencé tes nouvelles habitudes il y a quelques semaines, mais tout à coup, tu as un coup de stress au travail, on te demande de faire des heures supplémentaires et ça coïncide en plus avec des sorties de travail et 2 soirées d'anniversaire. Résultat, t'as pas réussi à t'organiser et t'as loupé tes séances de sport cette semaine. En plus, t'étais très fatigué, t'as beaucoup grignoté au travail parce que t'as pas eu le temps de préparer tes repas et tes snacks à l'avance. Et en plus, t'as fait de gros écarts durant tes soirées qui ont été un peu arrosées. Et c'est à ce moment-là que le phénomène de dissonance cognitive se met en place. Donc j'en ai déjà parlé la dernière fois, dans le dernier podcast, et la dissonance cognitive, c'est un phénomène de tension désagréable qu'on ressent lorsque les croyances qu'on a sur nous-mêmes ne sont pas alignées avec nos comportements. Et dans ce cas, la croyance que tu voulais ancrer et renforcer, celle selon laquelle tu es une personne athlétique, qui fait des choix alimentaires équilibrés et favorables à ton développement physique, et pas compatible en fait avec les comportements que tu as adoptés ou que tu as montrés cette semaine-là. Comme c'est inconfortable, tu vas vouloir essayer de rétablir, mais inconsciemment, la cohérence de la manière la plus efficace et rapide possible. Donc en agissant sur tes croyances plutôt que sur tes comportements. Et c'est là que le doute et le manque de confiance te rattrapent. Si tu te focalises sur les faux pas et les erreurs récentes, tu vas recommencer à croire que tu es fondamentalement incapable d'atteindre tes objectifs vu les dernières données. Donc tu perds confiance en ta nouvelle identité, tu n'as plus aucune raison de poursuivre ces nouvelles habitudes parce que tu n'y crois pas, et c'est comme ça que tu retombes dans tes vieilles habitudes, parce que c'est ce qui reste le plus familier pour toi, inconsciemment toujours, et c'est ce que ton cerveau connaît, c'est ce qui est cohérent pour lui dans la situation actuelle. Donc la dernière fois, j'ai montré comment par l'action, on pouvait commencer à modifier nos croyances, mais dans ce cas-là, quand on est bousculé par la vie et qu'on fait des écarts et des faux pas, on risque de très très vite retomber dans nos vieilles habitudes et nos anciennes croyances à propos de notre identité. Donc l'action ne suffit plus à ce moment-là. Mais heureusement, on peut aussi agir directement sur nos croyances. Parce qu'elles ne sont que ça en fait, des croyances. Ce sont des interprétations de la réalité. Et ces interprétations, souvent, elles sont favorisées par un état émotionnel provoqué par les données les plus récentes, les derniers éléments à notre disposition, c'est-à-dire nos derniers écarts, nos derniers manquements, qui prennent des proportions démesurées et exagérées et qui s'accompagnent justement de sensations émotionnelles vraiment négatives. Et pour gérer la dissonance cognitive à notre avantage et garder confiance en notre capacité à atteindre nos objectifs, on doit donc trouver un moyen de gérer cet état de trouble émotionnel négatif et de réévaluer nos croyances, nos interprétations de la réalité. Et un moyen puissant de faire ça, c'est de recontextualiser nos manquements, nos erreurs et nos croyances dans un cadre beaucoup plus large, en fait, à la lumière de notre passé tout entier, de notre histoire, de notre évolution tout entière. Parce que, comme je l'ai mentionné, notre manque de confiance après un faux pas, il est dû à notre focalisation sur les données, les faits les plus récents, nos dernières erreurs. Mais on oublie souvent de considérer la vue d'ensemble.
c'est-à-dire toutes les fois où on s'est bel et bien tenu au comportement auquel on avait décidé de se tenir, toutes les fois où, malgré des pressions externes, on a su résister et maîtriser nos actions. Mais on oublie aussi toutes les données, les informations, les faits dans notre histoire tout entière, depuis notre naissance, qui démentent nos doutes et nos croyances actuelles. Alors à chaque fois que tu doutes ou que tu perds confiance, si tu veux déconstruire tes croyances limitantes et continuer ton chemin vers tes objectifs malgré les erreurs, les déviations, les faux pas, utilise le processus des 3 C. Cerner, comprendre, confronter. La première étape consiste donc à cerner nos croyances limitantes, c'est-à-dire à les définir, à les exprimer précisément. Il s'agit simplement ici d'écouter tes doutes, d'être attentif aux raisons, aux interprétations que tu te racontes, qui tournent en boucle dans ta tête, et d'en faire une liste. Mon conseil, en fait, c'est même de les écrire pour que tu puisses déjà prendre de la distance par rapport à ces croyances et en faire un sujet d'expérimentation lors des étapes suivantes. Donc si on reprend notre exemple d'avant, si tu te crois plus capable de devenir une personne athlétique et de perdre 20 kilos parce que tu as relâché tes nouvelles habitudes pendant une semaine, tu commences à te bâtir une histoire dans ta tête qui explique pourquoi, fondamentalement, tu n'as aucune chance d'atteindre tes objectifs. Et ces histoires sont souvent assez semblables entre les individus, peu importe en fait l'objectif visé. Je vais te donner 4 exemples de pensées limitantes qui concernent la perte de poids et le sport, mais qui peuvent s'appliquer à de nombreux cas et dont la plupart des croyances limitantes sont en réalité des sortes de dérivés. 1. Je suis mauvais en sport, j'ai pas les capacités intrinsèques requises, le talent nécessaire, la génétique pour atteindre mes objectifs. 2. J'aime pas le sport, j'y prends aucun plaisir, ça ne me plaira jamais. 3. J'ai pas la force, la volonté, la détermination, la persévérance nécessaires pour y arriver. Et 4. Si je suis pas capable de me tenir à mes nouvelles habitudes parfaitement, sans faire d'écart, tous mes efforts sont vains et ruinés et je dois repartir de zéro. Donc une fois nos croyances limitantes cernées, il s'agit de chercher à comprendre d'où elles viennent, leur origine, leur source. C'est le 2e C. Ces croyances, elles sont souvent pas le fruit de ton dernier manquement, mais elles ont souvent été formées par des situations ou circonstances externes, par une éducation, un environnement social, et elles ont souvent été ancrées dans ton esprit par d'autres personnes, en particulier dès l'enfance. Elles sont pas récentes. Donc par exemple, peut-être que la pratique d'une activité sportive, elle te met mal à l'aise parce que tu subissais des moqueries en cours de sport quand tu étais petit. Peut-être que tu avais des difficultés à t'intégrer socialement ou à te faire des amis et que tu étais toujours choisi en dernier lorsqu'il fallait composer des équipes. Et par conséquent, en fait, tu as développé une association négative entre le sport et le bien-être. Mais c'est pas le sport en soi qui te met mal à l'aise, c'est le contexte social dans lequel tu as vécu tes expériences sportives passées qui te met mal à l'aise. Ou alors, tes parents eux-mêmes étaient peut-être en surpoids et faisaient pas de sport, et c'est peut-être le modèle que tu as eu toute ta vie. Ou peut-être que tu as eu des proches ou des amis, ou des professeurs qui t'ont sans cesse rabaissé, diminué, en te disant que tu étais bonne à rien. Et peut-être que les pressions et les attentes que tes parents ou tes professeurs t'ont toujours imposées t'ont poussé à croire que seule la perfection était acceptable et pouvait mener à la réussite et que l'échec était un signe de faiblesse. En fait, comprendre d'où viennent tes croyances limitantes, ça peut déjà t'aider à dissocier tes pensées de la réalité, à les voir comme des interprétations formées par une histoire, un environnement et une expérience de vie particulière. Ça t'aide dans un premier temps à les séparer de la réalité objective. Et enfin, dans la 3e étape, il s'agit de confronter, c'est-à-dire de comparer tes croyances à d'autres hypothèses ou explications possibles. L'idée, c'est de trouver des preuves qui invalident tes croyances limitantes. Et ce, en considérant ce que tu as accompli jusqu'ici dans ta vie de façon globale, sans te limiter au domaine dans lequel tu souhaites opérer un changement. Et là, c'est vraiment la partie cruciale. C'est là où tu vas explorer d'autres récits, d'autres interprétations pour des derniers manquements, en te penchant sur ton histoire et ton passé. Pour des exemples concrets, on va reprendre les croyances que j'ai mentionnées avant, une par une, et on va voir quelles autres hypothèses ou interprétations plus favorables on peut envisager. Donc la première croyance à analyser, c'est « je n'aime pas le sport ». Comme j'ai mentionné avant, peut-être que ton souvenir du sport plus jeune, il a été entaché par d'autres aspects, comme ton environnement social. Si tu étais harcelé à l'école et que tu te sentais encore plus seul et isolé durant les cours de sport, en réalité, ce que tu n'aimes pas dans le sport, c'est peut-être seulement l'environnement social dans lequel il est pratiqué et les mauvais souvenirs auxquels tu l'associes. Est-ce que ce serait possible que tu aimes faire du sport si tu pouvais le pratiquer dans un environnement sûr, accueillant, encourageant et bienveillant ?
Et est-ce que tu peux imaginer des personnes de confiance, par exemple un coach, tes meilleurs amis, avec qui tu pourrais pratiquer un sport sans jugement? Est-ce que c'est possible aussi que tu aies juste pas trouvé une activité qui te convienne, qui te plaise vraiment? Il y a vraiment pléthore d'activités physiques. Ça s'arrête pas du tout au foot, au fitness et à la course à pied, comme tout le monde semblait pratiquer. En fait, dans la catégorie des plus insolites, j'ai relevé le roller derby, le kangoo jump, la nage de sirène ou le quidditch moldu. Je te jure que ça existe et ça a l'air quand même très très fun. En vrai, il y a des tas d'activités sportives auxquelles on n'a jamais été exposé. Et peut-être que c'est dans ces sports plus rares ou de niche que tu peux trouver ton expression. Peut-être que tu peux aussi trouver dans ton passé une occasion, un cours, un moment où tu as pris du plaisir à faire une activité spécifique ou simplement à bouger. Essaie de te remémorer comment tu passais ton temps quand tu étais petit. Est-ce que tu allais jouer dehors? Est-ce que tes parents prenaient des jeux de raquettes en vacances? Est-ce que tu courais, faisais des acrobaties, tu faisais de la corde à sauter? Est-ce que tu aimais jouer avec un ballon, etc. Est-ce que tu peux trouver rien qu'un exemple d'un moment où tu as pris du plaisir à bouger, à être en mouvement? Je parie qu'en faisant l'effort de creuser un peu dans ton enfance, tu peux trouver plein d'occasions où le mouvement a été associé à des moments de joie. L'idée, c'est vraiment pas de te dire que parce que tu faisais ou parce que t'aimais de la corde à sauter quand t'étais petit, c'est le sport qui va te convenir maintenant. Mais c'est vraiment juste de te rendre compte que le sport, le mouvement, l'activité physique, en réalité, ça fait partie de ta vie. C'est quelque chose qui a existé dans ta vie et qui t'a procuré du plaisir à certains moments, sous une forme ou une autre, et que donc la croyance selon laquelle tu n'aimes pas le sport, c'est qu'une croyance, une illusion. La réalité, c'est qu'il y a des sports ou plein de sports que tu n'aimes pas, mais qu'il y a quand même peut-être certaines activités qui peuvent te procurer du plaisir. Et c'est valable ça aussi dans tous les autres domaines. Imaginons que ton objectif ce soit de te lancer en tant qu'indépendant dans un domaine quelconque. Mais après quelque temps, tu remarques que t'aimes pas tes tâches quotidiennes, que tu te sens pas bien dans cette activité. La solution facile, c'est de conclure que t'aimes pas l'entrepreneuriat, tout court. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat tout court que t'aimes pas, parce que c'est quand même très vaste, ou est-ce que c'est seulement certains aspects que tu pourrais modifier? Est-ce que tu n'aimes pas le domaine spécifique que tu as choisi? Est-ce que ce sont les tâches administratives qui te rebutent? La gestion financière? Essaye de vraiment cerner, de comprendre précisément pourquoi tu n'aimes pas ou pourquoi tu ne te sens pas à l'aise au quotidien pour pouvoir te réorienter et adapter au lieu vraiment de jeter en bloc toute une catégorie d'activités et de laisser tomber. La deuxième croyance à décortiquer, c'est je suis mauvais en sport, j'ai pas les capacités intrinsèques requises, le talent nécessaire, la génétique pour atteindre mes objectifs. Alors certaines personnes ont un talent naturel pour certaines activités et semblent être nées pour ça. C'est vrai que la génétique joue un rôle, mais les êtres humains sont faits pour se mouvoir et bouger. C'est vraiment inscrit dans notre histoire évolutive, dans nos gènes. Et bien souvent, la plupart des gens n'ont pas d'habileté naturelle exceptionnelle pour une discipline. Ce qui explique leurs apparentes dispositions naturelles, leur aisance, c'est simplement en grande partie leur expérience. On voit rarement le temps qu'ils ont passé, qu'ils ont mis à développer leur capacité, leur aisance de mouvement, même inconsciemment ou de manière non structurée. Si je prends mon exemple, c'est vrai qu'en cours de sport, j'étais à l'aise quand j'étais petite. J'avais peu de difficultés, j'aimais ça et je réussissais à la plupart des exercices. Mais je sais aussi que depuis toute petite, je bouge vraiment beaucoup. Déjà, j'avais vraiment un modèle de vie actif donné par ma mère parce qu'elle travaillait beaucoup, oui, mais quand elle avait du temps libre, justement, elle n'était pas du genre à rester affalée sur le canapé devant la télé à rien faire. Au contraire. Elle m'emmenait toujours avec elle faire des randonnées en montagne, elle m'incitait à courir, elle m'a mis sur des skis à l'âge de 3 ans, elle me poussait tout le temps à aller jouer dehors. Et je me souviens que je sortais souvent justement dans le quartier avec les autres enfants pour jouer à toutes sortes de jeux qui impliquaient souvent du mouvement. Donc on jouait au loup, on faisait des acrobaties, on faisait des jeux de raquettes, de ballons, de la corde à sauter, du foot. On courait, on sautait dans tous les sens. Enfin, c'était facile de croire qu'ensuite j'étais naturellement faite pour le sport. Mais ce qui semble naturel, en fait, c'est souvent juste une aptitude acquise, développée par la pratique, nourrie par un environnement social et culturel favorable. Et du coup, même si t'as pas profité d'un tel environnement, et même si t'as jamais pratiqué d'activité physique jusqu'ici, la bonne nouvelle, c'est qu'avec une pratique régulière, tu peux aussi acquérir les aptitudes nécessaires. C'est pas que t'es mauvais en sport, mais c'est que tu manques de pratique. Et je trouve que c'est une perspective hyper puissante parce qu'elle te donne du pouvoir, la capacité d'influencer ta vie et de modifier tes circonstances. Tu peux approcher le sport, le mouvement sous l'angle d'une aptitude, d'une compétence à développer. Et bien sûr qu'aujourd'hui, si t'en as pas fait depuis des années, ça te semble atrocement difficile et pas du tout naturel.
Mais tu peux petit à petit progresser et réapprendre à bouger. Et donc, demande-toi simplement, est-ce que tu es capable d'apprendre? Est-ce que tu peux penser à d'autres domaines que le sport dans lesquels tu te sentais terriblement gauche, maladroit, mal à l'aise au début, mais dans lesquels tu as ensuite appris les bases, affiné tes connaissances et compétences et gagné en aisance? Tu as bien dû apprendre les compétences que tu as aujourd'hui pour faire ton travail efficacement et correctement. Au départ, tu connaissais sûrement rien. Ou alors tu étais beaucoup plus lent. Et aujourd'hui, regarde le chemin que tu as parcouru. Et si on regarde spécifiquement le mouvement, t'as bien appris à marcher, peut-être à faire du vélo, à ne pas tomber, à sauter. Tu savais pas le faire à ta naissance. Donc ça signifie que tu es capable d'apprendre. Et si tu as pu améliorer tes capacités, tes compétences et aptitudes dans d'autres domaines, tu peux aussi le faire en sport. Il faut simplement appliquer les mêmes principes. Faire preuve de patience, tester et expérimenter, accepter les erreurs, t'observer, écouter les retours qu'on te donne, corriger, t'adapter et affiner. Et dans l'idéal, si tu te sens vraiment pas à l'aise, prends des cours, fais-toi suivre par un coach pour apprendre les bons automatismes et suivre une progression qui est adaptée et réfléchie. Troisième croyance limitante à déconstruire, j'ai pas la force, la volonté, la détermination, la persévérance nécessaires pour y arriver. La première chose à comprendre, c'est que ce sont souvent des caractéristiques contextuelles. Personne n'a le même degré de détermination pour différents objectifs. La détermination qu'on arbore, elle est proportionnelle à l'importance et à l'attrait que les objectifs qu'on se fixe revêtent pour nous. Et parfois, ces objectifs, ils sont hérités d'un contexte social et ils représentent en fait plutôt les attentes de nos parents, de nos professeurs, de la société, de nos amis, etc. Et en général, de tels objectifs ont moins de force ou d'attrait pour nous et la détermination à les atteindre, elle est inévitablement plus faible. Plus les objectifs que tu te fixes sont rattachés à une vision d'avenir personnelle, choisie pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle peut t'offrir, qui te fascine, te captive, plus tu vas être déterminé à l'atteindre et plus tu vas déployer des efforts. Et les exemples ne manquent pas. Thomas Edison, par exemple, était considéré comme stupide par ses professeurs et son grand-père, et pourtant, lorsqu'il a découvert sa passion, la physique, sa détermination l'a porté et amené à déposer plus de 1000 brevets, notamment pour l'invention de l'ampoule électrique domestique et du premier phonographe fonctionnel. Un autre exemple, Michael Jordan, qui est sans aucun doute le plus grand joueur de basket de tous les temps, et qui est connu pour sa persévérance et sa discipline exceptionnelle. Mais il est tout de même sorti du jeu en 1994 pour s'essayer au baseball, où il a obtenu que des résultats moyens, et il est retourné à sa discipline de prédilection, le basket, seulement un an après. La détermination que les gens affichent, elle est aussi souvent un produit de leur environnement. Chaque environnement facilite certains comportements et en rend d'autres plus difficiles à effectuer. C'est beaucoup plus facile de rester régulier, ce qui apparaît comme de la force de volonté, lorsque l'environnement dans lequel on se trouve nous incite à effectuer les comportements qu'on veut effectuer. Par exemple, le brossage de dents. Tout le monde se brosse les dents. On t'apprend à le faire à l'école depuis tout petit. Et c'est un comportement socialement accepté et même désirable. La mauvaise haleine, elle est condamnée socialement ou mal vue. Et en plus, c'est vraiment un comportement facile à adopter. Ça prend 2 minutes de notre temps. La brosse à dents est placée à un endroit visible juste à côté ou sur le lavabo. Et en plus, on obtient une récompense rapide. Le dentifrice a bon goût et il délivre une sensation de fraîcheur agréable dans la bouche, etc. Donc tout notre environnement est favorable à la pratique de cette habitude. Pareil, la consommation, tout notre environnement est bâti autour de la consommation et nous incite à consommer. Avec tous les supermarchés, tous les magasins qui sont ouverts presque 24 heures sur 24 et qu'on trouve à tous les coins de rue. Alors réfléchis à d'autres habitudes que tu as mises en place dans ta vie, à d'autres comportements ou actions que tu effectues régulièrement depuis des années. Pense à des moments où tu as rencontré des obstacles, des difficultés sur ton chemin, que tu as su surmonter et qui t'ont pas arrêté. Peut-être que tu as vécu des échecs, mais que tu as réussi à te relever et que tu as poursuivi ton chemin pour finalement atteindre l'objectif que tu t'étais fixé. Est-ce qu'il y a d'autres passions ou hobbies ou activités qui te demandent des efforts, mais que tu fais aujourd'hui régulièrement et que tu pratiques depuis des années? Est-ce qu'il y a des activités que tu n'aimais pas au début, parce que ça te semblait difficile, puis que tu as appris à aimer? Parce qu'on sait que plus on gagne en compétences, plus on progresse, plus on est satisfait et plus on prend du plaisir. Et plus on veut continuer et progresser. Pense à tes études, à ta carrière. Si tu as fait plusieurs années d'études, d'apprentissage ou de formation pour finalement obtenir ton diplôme et mener ta carrière, il y a sûrement des tas de fois où tu n'avais pas envie d'étudier, mais tu as su maintenir ta discipline et continuer à apprendre, à développer tes connaissances, même quand c'était rébarbatif ou ennuyant ou difficile.
Tu peux aussi penser à des relations amicales, familiales ou amoureuses que tu as su maintenir malgré des hauts et des bas, ou des périodes de crise peut-être même. Essaye de trouver aussi dans ton enfance des activités que tu faisais régulièrement, des moments où tu as fait preuve de résilience pour terminer des mini-projets. Ça peut être simplement des dessins, des bricolages ou des puzzles. Est-ce que tu as fait preuve de patience, de volonté, de force dans certains cas? Donc, te poser ces questions, ça devrait te permettre de te rendre compte ou de comprendre que si tu n'arrives pas à rester régulier dans la poursuite de certains de tes objectifs actuels, c'est pas parce que tu manques fondamentalement de détermination ou de force de volonté, mais c'est que soit les nouveaux objectifs que tu te fixes sont pas assez captivants ou sont pas assez ancrés dans tes valeurs les plus essentielles, ou que ta vision d'avenir est pas assez puissante pour t'aider à surmonter les moments difficiles, soit que ton environnement n'est pas optimal ni conçu pour favoriser les nouveaux comportements que tu cherches à ancrer. Donc pour tenir la route, il te faut un but clair et surtout des raisons impérieuses, irrésistibles pour le rechercher. Une vision claire et convaincante en fait de la personne que tu veux devenir et un environnement aussi qui rende les mauvaises habitudes difficiles à effectuer et les bonnes habitudes qui te mèneront à tes objectifs plus faciles à faire qu'à ne pas faire. Et enfin, dernière pensée limitante à casser, si je ne suis pas capable de me tenir à mes nouvelles habitudes parfaitement, sans faire d'écart, tous mes efforts sont vains, ruinés et je dois repartir de zéro. Ça, c'est vraiment le plus grand mythe et le meurtrier le plus impitoyable de nos rêves, le perfectionnisme. Tu l'as sûrement déjà entendu 1000 fois, mais si ce doute survient encore et encore, c'est que tu n'as toujours pas intégré cette leçon. La perfection, ça n'existe pas. L'erreur est humaine, les écarts sont inévitables et même, les erreurs sont indispensables pour réussir. C'est vraiment la seule façon d'apprendre et de s'améliorer. Tant que tu n'accepteras pas ça, tu n'apprendras ni ne progresseras dans quelque domaine que ce soit. Donc pour t'en convaincre, pense à des compétences que tu as développées au fil des ans, à des objectifs que tu as atteints, à des accomplissements obtenus. Est-ce que ton parcours a été lisse, sans faille et linéaire depuis le départ? Je ne pense pas, ou alors tu as vraiment eu beaucoup de chance. Pense aux erreurs que tu as faites par le passé, aux obstacles que tu as rencontrés sur ton chemin. Pense au découragement vécu, aux moments de doute, au recul subi. Pense au moment où tu as failli abandonner. Mais tu t'es remis en chemin, tu t'es pas laissé abattre, tu as appris de tes erreurs, tu t'es adapté, tu as corrigé ton cap et tu as poursuivi, continué ta route et finalement, tu y es arrivé. Tu as peut-être échoué à un examen, mais est-ce que ça t'a empêché de réussir tes études? Tu as peut-être fait une erreur au travail, mais est-ce que tu as été viré pour ça? Tu t'es peut-être pas réveillé un matin à temps, mais est-ce que ça a ruiné tes progrès? Est-ce que tu as appris quelque chose de ces faux pas qui t'a servi plus tard? Et c'est pareil avec les entraînements et l'alimentation. C'est pas un écart par-ci par-là qui va ruiner tes efforts, qui va défaire tout ce que tu as accompli jusqu'ici. L'important, c'est ce que tu fais le 80% du temps, pas les 20% d'écart restants. Ta réussite, elle est déterminée largement par ta capacité à rebondir et à te relever, à continuer après les faux pas et surtout à analyser ces écarts, ces erreurs, à en tirer des leçons et à t'y adapter. Si tu as régulièrement des doutes ou un manque de confiance en tes capacités à atteindre tes objectifs, si tu sens que tu retombes souvent dans tes vieilles habitudes contre-productives, je t'encourage vraiment à utiliser ce processus tout de suite pour examiner tes croyances limitantes et les déconstruire. Sors un carnet de notes ou une feuille, un stylo ou ouvre ton application préférée de prise de notes et réfléchis en écrivant. Essaye de 1. Cerner tes croyances limitantes, 2. De comprendre l'origine de ces croyances et 3. De les confronter à d'autres interprétations possibles et de trouver des preuves du contraire dans ton passé. C'est un exercice vraiment puissant parce qu'il te permet justement de sortir de l'état émotionnel exagéré produit par la dissonance cognitive ponctuelle, ancré dans l'instant et focalisé sur les données les plus récentes pour t'ancrer dans la réalité en adoptant une vision plus globale, en considérant ta vie entière, l'ensemble des faits et des données que tu peux collecter sur ta vie, sur tes capacités, sur tes accomplissements, tes qualités depuis ta naissance. Ça permet par la réflexion et l'examen plus objectif de réduire la réponse émotionnelle, de calmer l'esprit et de trouver des raisons objectives de continuer et de ne pas te laisser abattre par quelques errements. Voilà, j'espère que cet épisode t'a apporté des concepts et des conseils utiles et que tu as trouvé de la valeur. C'est en tout cas vraiment ce que j'essaye de faire. Et si t'as aimé, je t'encourage à mettre 5 étoiles ou un j'aime pour me soutenir et à le partager pour faire connaître ce contenu et les idées qu'il contient à un plus grand nombre de personnes à qui ça pourrait peut-être être utile. N'hésite pas non plus à mettre un commentaire pour me dire si cet exercice t'a aidé à regagner confiance dans un moment de doute et comment il t'a permis de changer un peu de perspective sur tes capacités.
En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ton soutien et ton attention comptent vraiment énormément pour moi.